Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Décarboner l'économie grâce à la banque. Jean-Daniel Guyot et Michel Galibert, cofondateurs de Memobank. Quand on regarde en fait les rapports ou les classements des secteurs les plus polluants dans l'économie, en fait les banques ne ressortent généralement pas. En général, ce qui est pointé du doigt, ça va être le rôle de l'agriculture, de l'industrie, du secteur automobile, des transports, des industries minières, pétrolières, et les banques en fait ne ressortent pas dans ces classements. Et pourtant, en fait, elles sont de plus en plus pointées du doigt par les ONG. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les banques, c'est le dénominateur commun à toutes ces industries. Ce sont les banques et aussi les assureurs, on va dire le secteur financier, qui financent ces industries. On a une politique assez ferme en interne, on fait attention tout simplement, et comme disait Michel, ça doit être dans l'ADN. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas la banque qui doit décider, ça doit être la culture de l'entreprise et de toutes les personnes qui la composent de faire bien les choses et de réfléchir à ce qu'on fait et de voir l'impact de chaque décision. Voilà, il n'y a par exemple aucun trajet en avion sur ce bilan carbone. Parce que on fait attention tout simplement et qu'à titre individuel, par exemple, on ne va pas faire un séminaire tous ensemble à l'autre bout de l'Europe. On va privilégier une destination en France. On va regarder le bilan carbone de tout ce séminaire. On fait attention. Je suis ravie d'inviter à nouveau Jean-Daniel sur mon podcast. Cette fois-ci, j'ai associé à notre discussion Michel, son cofondateur, pour venir nous parler de la responsabilité environnementale du secteur financier et de l'engagement de Memobank dans la lutte contre le changement climatique. Ils nous présentent leur bilan carbone, nous partagent leur vision sur l'industrie et la manière dont nous pouvons tous œuvrer pour la transformer. Vous allez ainsi découvrir que la Banque de France est très bonne élève et montre l'exemple, que ce soit au travers de son portefeuille d'investissement ou au travers de critères climat dans leur cotation. Il me fallait aussi faire le point avec eux sur la croissance, la rentabilité et le scaling de cette banque montée from scratch il y a 4 ans. Jean-Daniel nous détaille les étapes passées depuis son premier passage sur FinScale, la manière dont la scale-up s'est structurée pour favoriser et accélérer une croissance rapide et efficace. Et vous allez comprendre que le focus de Memo, c'est le produit, une technologie au service des clients que nous décortiquons de manière très détaillée. Ce n'est pas pour rien que Memo devient de plus en plus la banque principale de ses clients. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Michel, bonjour Jean-Daniel. Bonjour Solène. Bonjour Solène. Hyper contente de reparler de Memobank. 2 ans après, je crois, quelque chose comme ça. Oui, ça doit être ça, oui. Tu avais fait, je crois, le 41e ou 40e épisode. Donc on va faire un petit update sur Memo, bien sûr. Mais j'étais hyper contente que vous veniez me parler de décarbonation, de carbone. C'est pour ça que Michel, je t'ai invité. Est-ce que je pourrais quand même vous demander de vous représenter à l'audience, parce que peut-être que tout le monde n'a pas écouté ce premier épisode. Alors Jean-Daniel Guyot, j'ai une formation d'ingénieur en logiciel, j'ai commencé ma carrière là-dedans et puis je vais faire très très court, j'ai créé une entreprise qui s'est appelée Captain Train. On est passé de 3 à 65 personnes et de 0 à 150 millions de volume d'affaires en quelques années. On a vécu un peu toutes les étapes d'une start-up. On a revendu cette entreprise à Trendline en 2016 et on est rentré en bourse en 2018 et on s'est lancé sur un nouveau projet avec Michel, voilà, qui est Memobank. Et Michel Galibert, j'ai une formation d'école de commerce. J'ai rencontré Jean-Daniel chez Capitaine Train où j'étais en charge du marketing au début, puis après je suis devenu directeur produit. Et suite au rachat de Capitaine Train par Trendline, on a décidé de se lancer ensemble dans l'aventure Memobank. Super. Alors, la banque, c'est un secteur qui pollue beaucoup. Même si tout le monde n'en est pas conscient. Donc voilà, c'est un peu le focus de notre discussion aujourd'hui. Michel, j'aimerais commencer avec toi, qui connais bien le sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire comment le secteur financier, et plus particulièrement les banques, contribuent au changement climatique ? Alors c'est vrai que quand on regarde en fait les rapports ou les classements des plus grands secteurs, enfin des secteurs les plus polluants dans l'économie, en fait les banques ne ressortent généralement pas. En général, ce qui est pointé du doigt, ça va être le rôle de l'agriculture, de l'industrie, du secteur automobile, des transports, des industries minières, pétrolières. Et les banques, en fait, ne ressortent pas dans ces classements. Et pourtant, en fait, elles sont de plus en plus pointées du doigt par les ONG. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les banques, c'est le dénominateur commun à toutes ces industries. Ce sont les banques et aussi les assureurs, on va dire le secteur financier, qui financent ces industries.
Et sans en fait le soutien des banques, l'apport financier des banques, probablement ces industries n'auraient pas pu voir le jour et ne pourraient pas continuer de se développer. Donc en fait, on considère que les banques contribuent indirectement au dérèglement climatique en apportant leur soutien financier à ces industries polluantes. Mais si on regarde le bilan carbone, on va dire, des banques sur leur plus petit périmètre, les banques, c'est des sociétés de services, et les sociétés de services, en fait, polluent peu. Mais c'est leur activité qui, indirectement, contribue au dérèglement climatique. Alors, comment est-ce qu'on mesure l'empreinte carbone d'un portefeuille de crédit au sein d'une banque ? Quels sont les critères qu'on prend en considération ? Alors il y a plusieurs normes en fait. C'est comme la comptabilité, il y a plusieurs normes internationales. Et la comptabilité carbone, c'est un peu pareil. Il y a plusieurs initiatives. Il y a une initiative qui semble se détacher du lot. C'est l'initiative du PICAF, qui est, on va dire, un organisme indépendant qui est animé par plusieurs banques à l'échelle internationale et qui a soumis une méthode de calcul qui a été validée par le Greenhouse Gas Protocol. Mais pas forcément par l'ADEME, qui est l'agence française, mais en tout cas on va dire que ça fait référence à l'échelle internationale. Et la façon dont on calcule on va dire les émissions induites par un portefeuille de crédit, le crédit lui-même en fait n'émet rien, c'est juste un décaissement d'argent, mais c'est ce qu'on va faire cet argent qui va émettre du CO2. Et la méthode de calcul en fait est assez simple. On va prendre le montant octroyé par une banque, on va dire à une entreprise, et on va rapporter ce montant au total des ressources, au total ressources de l'entreprise financée. Oui. Donc si l'entreprise financée, par exemple, a un bilan de 10 millions d'euros et que la banque lui a octroyé 1 million d'euros, on va considérer que ce prêt va être responsable de 10% des émissions induites par cette entreprise. Donc ça, c'est la première partie du calcul. Et la deuxième partie du calcul, c'est d'estimer en fait les émissions de CO2 de cette entreprise financée. Le scénario le plus simple, c'est l'entreprise a fait son bilan carbone. Si elle a fait un bilan carbone sur une année donnée, elle émet par exemple 100 tonnes de CO2 équivalent, la banque, le financement de la banque va être responsable de 10 tonnes de CO2 équivalent. Si elle n'a pas fait son bilan carbone, ce qui est la majorité des cas, on va dire en France, bien que ce soit devenu une obligation pour les entreprises de taille plus importante, mais la majorité des entreprises n'ont pas fait leur bilan carbone, à ce moment-là, on va utiliser des ratios d'estimation d'intensité sectorielle. Donc il y a des bases de données publiques qui disent, dans tel secteur, avec tel code NAF, on sait qu'une entreprise qui réalise 1 million de chiffre d'affaires dans ce secteur-là va émettre X tonnes de CO2. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir estimer en fait les émissions de CO2 d'une entreprise. Mais l'idéal, c'est que l'entreprise ait réalisé son propre bilan carbone. Top. Il faut que ça progresse, ça, quand même. Alors, vous êtes une banque, donc vous êtes forcément en contact avec vos amis autres banques en France et probablement aussi en discussion sur d'autres banques en Europe. Comment les banques se sont engagées globalement pour atteindre ces objectifs de l'accord de Paris sur le climat ? Est-ce que vous voyez des initiatives fortes ou c'est juste balbutiant ? Et bien sûr, on connaît les contraintes réglementaires auxquelles elles sont sujettes, mais est-ce que vous sentez dans les discussions que les lignes progressent de façon évidente ? Alors les lignes progressent de façon évidente, ça c'est sûr. Est-ce que ça progresse assez vite ? Si vous demandez aux ONG, ce sera toujours non, ça ne progresse pas assez vite. En gros, les banques françaises ont signé l'accord de Paris. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, l'accord de Paris, l'objectif c'est de absolument éviter que le réchauffement climatique soit supérieur à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, et de tout faire pour le limiter à 1,5 degré, sachant que chaque dixième de degré entre 1,5 degré et 2 degrés a son importance. Et donc pour ça, que doivent faire les banques ? Les banques, elles doivent décarboner leur portefeuille d'investissement et leur portefeuille de crédit. Et les banques ont pris cet engagement et elles ont rejoint pas mal d'initiatives. Le PICAF dont je parlais tout à l'heure, on est la 4e banque française à en être devenue signataire. Avant nous, il y avait Banque Postale, Crédit Agricole et BNP. Après nous, il y a le Crédit Mutuel. J'ai pas vu encore signer la Société Générale BPCE, ou HSBC, peut-être qu'ils vont bientôt le faire. Mais donc, il y a un mouvement de fond. Les banques sont en train de le mettre en place. Et paradoxalement, en fait, les banques françaises ont une expertise bien plus poussée que chez nous. Chez Mémobank, ils ont des experts, ils font des grandes modélisations. Mais je pense qu'ils ont encore du mal à diffuser cette culture à travers tous leurs collaborateurs et leurs clients. Et puis c'est une conversation difficile d'aller voir un client et lui dire en fait ce projet que tu voulais financer, je vais pas pouvoir t'accompagner dessus, ou alors si je t'accompagne dessus, il va falloir que tu mettes en place un plan de décarbonation. C'est pas forcément quelque chose que le dirigeant a envie d'entendre, ou un point que les actionnaires de ce dirigeant vont le pousser à faire. Donc oui, il y a une lame de fond, il y a du changement. En fait, la banque, alors c'est pas la banque privée la plus, elle est pas privée, je veux dire, mais la banque la plus exemplaire, c'est probablement la Banque de France,
qui a publié hier en fait je sais plus c'est le 4e ou le 5e rapport d'investissement durable. Donc la Banque de France en fait a 2 poches qu'elle investit sur les marchés financiers. Elle a ses fonds propres et elle a son portefeuille de retraite. Et la Banque de France était en fait un des tout premiers établissements à dire je veux m'assurer que mon portefeuille d'investissement soit compatible avec une trajectoire de réchauffement à 2 degrés. Donc ça, ils l'ont déjà mis en place. Et là, ils sont en train d'élever leur niveau d'exigence en disant je veux que mon portefeuille d'investissement soit compatible avec un réchauffement à 1,5 degré. Donc il y a clairement un mouvement et les plus exemplaires en France à date, c'est probablement la Banque de France en fait. Bonne nouvelle. Parfait, merci. Alors moi, j'étais intéressée qu'on revienne sur vos engagements à vous, chez Memo Bank. Il y a déjà pas mal de contenu qui est disponible. Moi, je pense au bilan carbone. Alors j'ai vu que celui de 2021, peut-être celui de 2022 est déjà disponible en ligne. Hormis ce bilan carbone qui est exemplaire, il y a 500 km, j'ai vu uniquement en voiture sur l'année 2021. Plus sérieusement, Jean-Daniel, tu veux peut-être répondre à cette question. C'est quoi vos objectifs à moyen-long terme sur ces sujets-là ? Alors effectivement, on a une politique assez ferme en interne, on fait attention tout simplement, et comme disait Michel, ça doit être dans l'ADN. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas la banque qui doit décider, ça doit être la culture de l'entreprise et de toutes les personnes qui la composent de faire bien les choses et de réfléchir à ce qu'on fait et de voir l'impact de chaque décision. Voilà, il n'y a par exemple aucun trajet en avion sur ce bilan carbone, parce que on fait attention tout simplement et qu'à titre individuel, par exemple, on ne va pas faire un séminaire tous ensemble à l'autre bout de l'Europe. On va privilégier une destination en France. On va regarder le bilan carbone de tout ce séminaire. On fait attention. Par exemple, est-ce qu'on va distribuer 2 kilos de goodies à chacun de nos employés ? Peut-être que ça a un impact aussi. Donc chaque décision, chaque personne est importante là-dedans. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Ce que disait Michel, c'est compliqué pour une grosse structure qui n'a jamais fait ça de le faire. C'est plus simple pour nous de prendre les bonnes décisions dès maintenant. Et donc nos objectifs, c'est toujours rester, déjà de mesurer. Ça, c'est toujours le truc très très important. On fait énormément d'efforts là-dessus. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que c'est à la fois une question globale au monde entier. Il faut faire attention. Il y a ces accords de Paris. On va au désastre si on ne fait pas ça, un véritable désastre humain. Mais il y a aussi, même d'un point de vue très pragmatique pour la banque elle-même, une question de risque. Et comme nous, c'est notre métier, de gérer du risque, il y a une vraie question de qu'est-ce qui va se passer pour ces entreprises qui émettent beaucoup de carbone le jour où elles vont payer ce carbone beaucoup plus cher. Le jour où il y aura des mesures qui vont être prises à l'échelle mondiale ou à l'échelle européenne, qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces entreprises-là ? Donc il y a aussi une notion de attention, soyons pragmatiques aussi par rapport à ces entreprises et accompagnons-les vers des choses plus durables et des choses vraiment simples. Mais par exemple, on demande à tous nos nouveaux clients de nous donner leur bilan carbone. Ils en ont souvent. C'est dans l'onboarding. Ouais. Ils en ont pas souvent. Et s'ils en ont pas, tu les acceptes quand même ? On les accepte quand même, évidemment. Mais ça leur permet de se poser la question. Pourquoi ma banque me demande mon bilan carbone ? Donc là, on va pouvoir justement avoir une discussion. On va leur dire, regardez, voilà, ça sert à ça. Voilà toutes les aides et toutes les choses qui vont permettre d'y arriver. Nous, on le fait. Vous pouvez le regarder. Vous pouvez regarder ce que ça fait. Et on va aussi leur donner des éléments dans l'outil, dans les produits, de manière à ce qu'eux puissent aussi avoir une notion de ce qui se passe en fait. Donc par exemple, on est les premiers à avoir mis sur nos paiements carte bancaire l'impact carbone de ces paiements. Ouais. Bien sûr, c'est jamais extrêmement précis, mais c'est en tout cas la mesure la plus précise qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est tout simplement, ça permet à ces entreprises de dire j'ai un petit démarrage possible, puisqu'avec ma banque, elle va m'aider sur mes achats à savoir ce qui s'est passé en termes d'émissions carbone sur toute l'année. Donc voilà, et c'est dans les reporting, on peut extraire cette information, c'est ce genre de choses. Donc, à la fois côté banque et à la fois aussi côté client, comment on les accompagne, parce que nous on a fait ce travail, donc autant le partager, comment on leur enseigne la meilleure façon de faire, comment on les accompagne et comment nous, entre les deux, comment on va gérer le risque carbone vis-à-vis de nos clients. Quel crédit on va donner aussi, puisqu'on va mesurer forcément quelle politique crédit on va mettre en place. Donc pour ça, on s'est fixé une règle plutôt simple qui, en fait, qu'on ne finance pas tout ce qui est lié à l'extraction pétrolière ou minière. Ça fait partie des vrais gros enjeux. Ça fait partie des mesures très fortes que les banques doivent mettre en place. En fait, si on ne veut pas se retrouver avec l'extraction pétrolière, si on la finance aujourd'hui, elle sera là dans 30 ans, elle sera là dans 40 ans. Donc c'est pas le meilleur moyen d'arriver à respecter ces accords et à diminuer notre consommation de carbone. Il faut qu'il y ait un moment qu'il y ait des contraintes qui se mettent au niveau de ces industries. Et généralement, on est assez smart
dans le monde pour que quand il y a une contrainte, on arrive à la respecter et à trouver d'autres moyens de produire de l'énergie. Super, merci pour cette transparence. Alors, il y a un des points que tu as souligné du risque. Quand tu établis, tu finances des sociétés, tu as vraiment un scoring risque financier. Est-ce que vous avez également des scorings extra-financiers Alors, pas encore. Ouais. En gros, le risque climatique, pour ceux qui ne connaissent pas trop, en général, c'est surtout deux risques. Ce qu'on appelle le risque physique, c'est qu'est-ce qui se passe en fait si l'entreprise que j'ai financée se retrouve sous une pluie diluvienne, une inondation, ne peut plus transporter sa marchandise parce que le fleuve sur lequel se reposait en fait est à sec. Tout ça, en fait, ça s'est passé en Allemagne sur les 2 dernières années, hein, donc c'est des risques très, très réels. Ou un autre risque, ça va être le risque de transition. Que se passe-t-il en fait si l'entreprise que je finance, qui est très carbonée, se retrouve à devoir payer 100 € la tonne de CO2 ? En fait, est-ce que cette entreprise, elle est toujours rentable ? Est-ce qu'elle peut rembourser le prêt que je lui ai octroyé ? Donc ça, c'est pareil, c'est très concret. Et par exemple, la SNCF a intégré ce critère de 100 € la tonne de CO2 dans ses appels d'offres. Donc voilà, les sous-traitants de la SNCF devront intégrer ça dans les réponses aux appels d'offres qu'ils feront. On l'a pas encore intégré, c'est assez compliqué à mettre en place. Mais justement, la Banque de France a annoncé qu'ils allaient intégrer en fait dans leur cotation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la cotation de Banque de France, c'est une note que donne la Banque de France à toutes les entreprises qui font plus de 750 000 € de chiffre d'affaires en France et qui évaluent la capacité d'une entreprise à faire face à ses engagements. Et la Banque de France a annoncé qu'ils allaient intégrer en fait justement un critère climat dans leur cotation dans les prochaines années. Et c'est un sujet hautement complexe. Nous, on va dire, on en comprend le contour, mais pas forcément toute la profondeur. Et donc, pour le moment, on ne l'a pas intégré dans notre processus de décision, mais dès que ce sera intégré à la cotation de Banque de France, c'est évident qu'on le prendra aussi. Top. Alors, vous parlez de façon très claire de la manière dont vous évangélisez aussi vos clients sur ces sujets-là. Je serais intéressée de savoir quelle est la nature des échanges que vous avez avec vos concurrents sur les acteurs du secteur, notamment les banques installées depuis un certain temps qui n'ont pas ces réflexes-là et qui n'ont pas ça dans l'ADN, justement pour encourager une transition vers une économie plus verte. Et c'est certain que si tout le monde s'y met, ce sera quand même un peu plus facile. Alors c'est vrai que dans les acteurs, il y a quand même des niveaux, on va dire, d'engagement avec les acteurs parmi les banques traditionnelles qui est très variable. Pour donner un ordre de grandeur, alors c'est encore des chiffres, mais on va justement regarder l'intensité carbone d'une banque. Donc l'intensité carbone d'une banque, c'est pour chaque million d'euros que je finance, combien de tonnes de CO2 j'émets. Et donc pour avoir un ordre de grandeur du spectre, c'est d'un côté, on va dire, on a le crédit coopératif, la NEF, qui sont à globalement 120 tonnes de CO2 par million d'euros octroyés. Ouais. Et à l'autre bout du spectre, on va avoir des sociétés générales, BNP Paribas, qui vont se retrouver à 500, 600 tonnes. 5 fois plus, quoi. 5 fois plus, voilà. On a un rapport de 1 à 5. Et au milieu, on va avoir des acteurs comme la Banque Postale, le Crédit Mutuel. La Banque Postale, c'est le... Alors, c'est vrai que je parlais tout à l'heure de la Banque de France, mais parmi les banques, on va dire, du secteur privé, les bons élèves, la Banque Postale est probablement la plus en pointe. C'est eux qui ont pris qui ont défini des politiques d'exclusion très strictes, notamment sur le pétrole conventionnel, non conventionnel, sur le charbon. Donc ils sont clairement à la pointe ils sont parmi, on va dire, les acteurs à la pointe. Ils ont quand même un facteur d'émission autour de 300 tonnes, donc c'est qu'ils doivent pouvoir faire mieux. Chez Memobank, on espère, là on est en train de faire les calculs, on espère se retrouver à 150 tonnes, donc on serait plutôt parmi les très bons élèves. Il y a la NEF, Crédit Coop qui font mieux que nous, mais on serait quand même plutôt bien situé, mais parce qu'on finance beaucoup de sociétés de services, donc c'est plus facile pour nous. Donc ça, c'est la première réponse. Déjà, parmi les acteurs, il y a quand même un grand niveau de différence sur l'engagement. Et quand on discute avec les banques traditionnelles, en fait, c'est dur de donner une réponse toute claire parce qu'en fait, ça dépend avec qui on discute au sein des banques traditionnelles. Encore une fois, ils ont des experts, ils ont des ESG managers qui sont à la pointe de ce qui se fait, ils connaissent tout par cœur. Et d'autres interlocuteurs qui vont être très loin. Alors après, je parle aussi des décideurs, entre guillemets. Les organes décisionnaires dans les banques, c'est plutôt les conseils d'administration. Est-ce qu'au sein des conseils, tu sens que les choses bougent ? Tu vas avoir des nouveaux membres du conseil qui vont vraiment aussi évangéliser au sein des conseils sur ces sujets ? Oui, ça bouge. Alors, on ne leur parle pas directement. Ça bouge, et on le voit quand une banque comme BNP Paribas s'est fait... je ne sais pas si on peut dire qu'ils se sont fait attaquer, mais donc il y a plusieurs ONG qui ont déposé un dossier contre eux au nom de la loi sur le devoir de vigilance. BNP a mis en place un plan structuré. Alors, après, ce qui est toujours, je trouve, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, la transition bas carbone, ça doit davantage relever des équipes métiers que de l'équipe communication.
On est d'accord. Oui. Et quand en fait... La com, ça vient à la fin, en fait, Ça pas vient au début. Exactement. Et quand en fait c'est la personne, donc là je suis pas allé voir qui parmi ces banques était responsable de ces sujets, mais en général quand c'est une personne qui a fait toute sa carrière dans la communication, qui est en charge des sujets de transition bas carbone, on peut se poser la question de l'engagement de la banque sur ces sujets-là. En fait, ça viendrait à personne l'idée de donner le sujet de la transition numérique à la communication. Non, on va le donner au DSI, on va le donner au responsable innovation, mais on va pas le donner à la com. Pour la transition bas carbone, c'est la même chose en fait. Ouais. Est-ce que vous pensez que justement le fait que Memo soit clairement positionné sur ce sujet-là de façon assez forte, ça encourage, ça peut être vraiment un facteur différenciant pour attirer une nouvelle clientèle ? C'est certain, on le fait pas pour ça, parce que c'est justement pas dans la com. On est peut-être même pas très bon d'ailleurs sur la com sur ce sujet-là. Mais effectivement, il y a de plus en plus de personnes, de dirigeants, d'équipes de manière générale qui sont sensibles au sujet et qui vont faire attention, qui vont aussi faire leur bilan carbone à un moment et qui vont se rendre compte qu'il y a des postes qui émettent du carbone. Est-ce que je peux réduire ça ? Donc si on a le choix entre d'un côté de réduire de 5 fois par exemple l'émission carbone sur un poste banque, peut-être qu'on peut se poser la question, effectivement. Je ne pense pas que ce soit l'unique facteur aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est dans toutes les têtes. On voit à quel point ça a un impact sur nos vies. Les sécheresses, c'est extrêmement concret, même si on n'est pas dans ce domaine ou même si on n'est pas éduqué scientifiquement sur la question, on voit tous les jours concrètement, chaque été, là on est dans les périodes où par exemple on sait qu'il y a des sujets sur l'eau, sur les nappes phréatiques, etc. C'est concret, c'est ça le réchauffement climatique. Donc voilà, c'est dans toutes les têtes. Je pense qu'on fait extrêmement attention à cette question-là. On va essayer d'accompagner ces entreprises-là, donc forcément je pense que ça a un effet effectivement sur notre relation avec nos clients. Ouais. Alors un des derniers points que je voulais aborder, c'est au niveau des challenges que tu rencontres quand tu décides, tu prends ce parti d'être une banque responsable de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des choix que vous avez dû faire qui ont été compliqués ? Je pense même par exemple à de l'infrastructure. Je ne sais pas, choix d'infrastructure chez OVH plutôt qu'AWS ou que sais-je. Où vous vous êtes dit, tiens, sur ce sujet-là, en fait, ça ne va pas pouvoir être possible parce qu'il y a tel impact carbone et finalement on va le faire autrement, on va chercher ou on va développer nous-mêmes pour finalement contourner ce problème. Je ne sais pas si on a eu vraiment, peut-être que Michel a une autre idée, mais on n'a pas eu vraiment de décision très difficile puisque nous on crée la banque, donc on l'a créée comme ça. Ouais. Et ça fait partie des paramètres pour nous. Après, effectivement, au jour le jour, il y a des décisions qu'on prend parce qu'on regarde ça. C'est un truc tout bête. Je donne un exemple, mais vraiment c'est extrêmement concret. Mais j'avais fait un post d'ailleurs LinkedIn un petit peu ironique sur la question, mais cette année on n'est pas allé à Slush. Par exemple, Slush, c'est en Finlande. Ouais. C'est génial, c'est le super événement et tout le monde on dit du bien. The place to be. The place to be, un moment pour toutes les fintechs et autres. On a vu c'est justement ces fintechs qui communiquent énormément sur ce sujet être à Slush. Nous, on a juste regardé le coût carbone d'aller à Slush. On s'est dit, non. Alors, on a regardé le faire en train. C'est possible, sans problème. Ça prend 3 jours. Mais... 2 jours. Ça prend 2 jours. Il faut prendre un ferry à la fin, mais ça prend 2 jours. C'est pas très compliqué. Ça s'intègre en fait. Ça s'intègre. C'est pas si compliqué. On peut travailler dans un train. On peut en tirer parti justement pour être tous les deux à discuter de la stratégie de la boîte. Donc c'est pas du tout grave de passer 2 jours dans un train. On découvre plein de choses. Mais du coup, ça c'est pas fait pour des questions de calendrier. On ira sûrement l'année prochaine. Mais voilà, c'est le genre de décision. On dit non. En fait, ça coûte juste trop cher en carbone pour 3 jours. En gros, d'aller parler à 3 personnes, en plus qu'on peut voir ailleurs. À Paris, à Amsterdam, voilà. Donc c'est sûr, c'est super. Je critique pas du tout ce type d'événement, c'est génial. Mais voilà, c'est le genre de décision qu'on prend au jour le jour pour respecter tout simplement nos engagements et faire notre devoir de responsabilité vis-à-vis de ça. Top, c'est épatant. Bravo. Alors Jean-Daniel, je t'avais contacté suite à un message que tu avais posté sur LinkedIn où tu faisais un petit état des lieux de Memo Bank. Tu le sais depuis que je t'ai eu la première fois sur ce podcast. Je trouve assez épatant l'aventure que vous avez lancée il y a déjà plusieurs années maintenant. J'aurais aimé que tu nous fasses un petit retour justement depuis cette dernière discussion pour nous expliquer un peu où vous en êtes et puis ce que vous avez l'intention de faire et comment vous êtes organisé justement pour scaler dans les prochaines années. Ouais, l'entrepreneuriat c'est souvent de la résilience, donc 6 ans après, c'est assez marrant de regarder un peu dans le rétroviseur et de voir ce qui s'est passé. Nous, on avait commencé nos premières réflexions avec Michel sur ce projet en 2016 à l'époque. Donc fin 2016, on a même rencontré la CPR.
beaucoup travaillé pour vraiment voir la faisabilité de ce projet que personne n'avait fait. Personne n'est allé chercher une licence bancaire from scratch, personne n'avait créé un système IT de banque from scratch. On a étudié tout ça, on s'est lancé en 2017 en disant on peut le faire, c'est possible, c'est pas facile mais on peut le faire. Et on s'est lancé en 2017, on a travaillé 3 ans pour obtenir la licence bancaire. Donc on l'a eu en juillet 2020 de la part de la BCE et de la CPR. On a démarré nos moteurs, les moteurs d'une banque. Donc ça, c'est quand même un événement parce que ça s'était jamais produit depuis 50 ans. Donc c'était quand même important. Je pense qu'on a réussi ce démarrage et on s'est lancé dans un marché avec 2 faiblesses, on va dire. Une première faiblesse qui était que comme on démarrait... 2 faiblesses de votre ordre une faiblesse qui était de nous, de notre côté, et une faiblesse qui était due au marché et à la conjoncture du moment. La première chose, c'est qu'on s'est lancé avec un produit qui, forcément, était incomplet. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir tous les produits d'une banque le premier jour de démarrage d'une nouvelle banque. Donc, on avait dû faire des choix. Et on s'était clairement lancé en tant que banque secondaire avec un certain nombre de produits, un compte courant, des virements, un découvert et du crédit, ce qui fonctionne bien pour plein de boîtes, c'est très bien, surtout que tous nos clients sont multibancarisés, donc ils ont déjà un certain nombre de produits dans d'autres banques. Et donc on a démarré ce projet avec un produit plutôt limité, et on savait on aurait besoin de temps pour développer plus de produits, et c'est ce qu'on a fait. Mais donc on a dû démarrer quand même forcément un nouveau client, une PME qui fait ce changement de banque ou qui rajoute une banque à son système, c'est un effort. Et donc ils ont besoin déjà d'être assurés et puis d'avoir un produit plus complet que ce qu'on proposait à l'époque. Donc on a quand même eu des clients, ça a bien fonctionné, mais on ne pouvait pas exploiter à plein le potentiel de la banque, puisque certains clients, forcément, avaient besoin de cartes, avaient besoin de prélèvements, avaient besoin d'autres choses qu'on a développées par la suite. Et la deuxième chose, c'est qu'on est rentré dans un marché où, 6 mois avant, comme tout le monde le sait, en 2020, il y a eu cette crise Covid qui a démarré, des entreprises qui étaient dans une impasse financière très, très, très rapidement. Donc, ce système de PGE qui a démarré en mars-avril, très très vite. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur un système qui a très bien fonctionné avec des banques traditionnelles qui ont délivré et qui ont tout lâché pour délivrer des PGE à toutes les entreprises. Et nous, on est arrivé en septembre. Toutes les entreprises avaient eu ce PGE-là, donc plus personne n'avait besoin de crédit. Donc nous, notre seul, on va dire, produit d'attaque commerciale, on va dire, ne servait plus à rien puisque plus personne ne voulait de crédit. Alors, on en a quand même fait, mais on ne pouvait pas, encore une fois, exploiter à plein le potentiel de ce produit. On en est là 2 ans et demi après, et on commence à voir un redémarrage du marché du crédit sur les entreprises, mais les PGE ont inondé le marché de cash. Ouais. Donc, c'est mécanique, c'est normal. Les entreprises avaient moins besoin de crédit, donc on en a fait moins. Donc, on a passé 2 ans après à enrichir le produit. On a délivré toutes les 2 semaines des nouveaux produits à nos clients sur plein de choses. On est allé aussi se brancher à une chambre de compensation en direct, donc qui est EBA Clearing, qui est la chambre de compensation européenne. Donc ça, pareil, je crois que la banque la plus jeune qui avait fait ça c'était en 72 Non, alors elle avait 102 ans. C'était quand même... on est peu à avoir fait ça. On fait partie, je crois, des 50 banques européennes à être connectées à tous ces systèmes d'EBA Clearing sur 6000, un truc comme ça. Donc on a fait des vrais efforts techniques pour aller au cœur du système. On n'a plus aucun intermédiaire sur ce sujet-là, et ça nous permet de faire du paiement instantané illimité. On est les seuls à faire ça en France, donc sans plafond, etc. On fait du prélèvement, donc on permet à nos clients de faire du prélèvement. Ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est rarement présente dans les fintech, par exemple. Oui, c'est clair, qui peuvent pas. Qui peuvent pas, pour plein de raisons. On a mis en place différents types de crédits. On a donc ce découvert. On a mis en place des cartes. Pareil, à chaque fois qu'on essaie de recréer, de reprendre un produit, on essaie de le recréer. Donc, on a mis en place des cartes. En fait, un système... Ah oui, alors ça, j'aimerais que tu creuses. Je suis désolée, j'aimerais... on va descendre un cran. Parce que alors, on va te dire oui, mais il y en a plein qui émettent des cartes. Oui. Mais c'est pas juste des cartes. En fait, les cartes, tout le monde s'en fiche un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire que toute banque produit des cartes, ça va être un peu toutes les mêmes. On s'en fiche pas, mais c'est assez standard. C'est assez standard. Voilà. Le standard dans la PME, par contre, qui est notre cible, donc nous, on vise des entreprises qui font 1 million d'euros de chiffre et plus.
c'est le débit différé. Donc déjà, là, aucune fintech ne propose ce genre de produit, c'est le standard. Donc c'est pour ça que beaucoup de PME n'utilisent pas ces services fintech, parce qu'ils ont besoin de gérer leur BFR et du coup d'avoir ce débit différé. C'est très important. Et le sujet aujourd'hui, c'est moins la carte que l'expense management. C'est-à-dire qu'en gros, comment je mets en place un système de cartes, des flottes de cartes, des systèmes de paiement avec des droits, avec du contrôle, au sein de mon entreprise pour déléguer mon paiement et pour sortir de cette situation qu'on retrouve encore très très régulièrement où 1, 2, 3 dirigeants ont une carte dans l'entreprise et à chaque fois qu'il y a un paiement, on copie le numéro de la carte sur un post-it, c'est la personne qui reçoit le SMS ou la notification sur son mobile, donc il faut déranger la personne, c'est le bazar, les contrôles sont mal faits, récupérer les pièces c'est un enfer, donc tout le monde passe sur des systèmes d'expense management, en tout cas sur la partie petite entreprise ou grosse entreprise, mais les PME, elles sont un peu coincées parce que finalement, soit elles vont prendre une carte à débit immédiat, mais du coup elles ont un problème de BFR, soit elles n'ont pas de système d'expense tout simplement. Donc nous, on a intégré un système d'expense management directement dans la banque en temps réel avec du débit différé. Et ces cartes-là n'ont pas de plafond. C'est ça, j'allais dire, sans plafond. C'est ça qui est magique. Voilà, on a réussi à créer un système où, comme on maîtrise toute notre technologie, on peut toujours tout gérer nous-mêmes. Et que vous êtes banque. Et qu'on est une banque, on peut à la fois faire du crédit, mais aussi dire maintenant cette carte, déjà vous pouvez décider qu'elle n'ait pas de débit différé sur une carte si vous voulez. Et en plus, une fois que le plafond est passé, la carte n'est pas bloquée. Vous pouvez aussi décider que tous les débits vont passer en instantané sur votre carte. Donc si vous avez, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros sur votre compte et que vous voulez faire un paiement d'1 million d'euros, ça va passer. Et ça, c'est unique. Et on a plein d'entreprises, plein de clients qui font beaucoup de paiements cartes et qui étaient obligés de jongler entre 3 banques, qui font des cartes pour tous leurs collaborateurs avec plein de plafonds et tout. C'est un enfer. Là, on leur dit, non, vous prenez une carte, vous mettez ce contrôle, vous dites, ça ne peut servir qu'à ce type d'achat-là. Voilà le plafond. Et ça fonctionnera toujours. Et en plus, vous avez du débit différé. Donc, un peu le meilleur des deux mondes entre une bonne solution d'expense management en temps réel et avec toute la force de la banque qui est de pouvoir fournir du crédit et donc du débit différé. Voilà. Donc c'est le genre de produit, on s'amuse bien, c'est des projets qui durent 2 ans quand même à faire, c'est pas des petits projets, on a pas mal de partenaires. Ça a l'air facile quand on parle. C'est des gros projets. Voilà, donc là on a mis en place le compte à terme aussi, par exemple la semaine dernière, c'est pareil, c'est des gros projets. On a mis en place le virement international. Alors compte à terme, le vrai compte à terme où tu es bloqué Le vrai compte à terme, ouais, mais alors encore une fois, on peut creuser sur le sujet parce qu'on s'est dit, bon, compte à terme, on a été dirigeants, on a tous fait des comptes à terme. Compte à terme, c'est le truc pénible. Je fais un mail à mon banquier. C'est le truc qui est resté dans les années 90. Je fais un mail sauf le mail. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je me marre. Je fais un mail à mon banquier. Alors voilà, j'ai pensé à faire un compte à terme sur... Quels sont vos taux sur 3 mois, 6 mois, 12 mois? Voilà, on demande à toutes les banques. Et puis alors, une fois qu'on a des taux, parce que ça passe par PDF, 2 jours après. Alors... c'est tellement ça. J'ai 500 000 euros à mettre. Alors, le banquier va dire, alors attendez, on va faire notre tambouille parce que 500 000 euros, nous, on n'a pas de décaissement partiel. Donc, si vous voulez casser un compte à terme, c'est 500 000 euros ou rien. Donc, on va faire 10 tranches de 50 000 euros et puis on va faire des maturités sur 6 mois, sur 1 an. C'est un enfer. Et puis après, on finit par des fichiers Excel qui transitent entre le banque. On a mis 1 semaine à le faire. Franchement, si on fait ça, c'est 1 semaine minimum pour faire, avec des échanges de mails et tout. Donc tu le fais pas en fait? Si, alors certains ne le font pas. C'est assez marrant parce que il y a quand même un enjeu financier. C'est désespérant, tu sais. Mais certains ne le font pas à cause de ça. Et nous, donc on a dit, bon, ok, donc 2 choses. 1, le client est totalement autonome, il n'a pas besoin de parler à un banquier. Tout est en ligne, que ça soit pour ouvrir ou fermer. Ensuite, décaissement partiel possible, parce que pourquoi ce truc n'existe pas, je ne sais, pourquoi aucune banque ne fait le décaissement partiel, je ne sais pas, mais en tout cas on le fait et ça doit être aussi en toute autonomie. Et tous les taux sont affichés, voilà. Et donc on a lancé cette fonctionnalité et il ne s'est pas passé 1 heure avant qu'on ait nos premiers comptes à terme qui soient créés en toute autonomie par nos clients. Top. C'est gratifiant ça. On a lancé le mail, ils ont pris le truc en main, ils l'ont fait tout seuls, et on a découvert par notification qu'on avait des nouveaux comptes à terme, et ça on a fait des millions d'euros de comptes à terme en l'espace de 3-4 jours. Tout simplement et certainement qu'ils auraient pu le faire avant. En fait, l'argent était là et ils auraient pu demander à leur banque traditionnelle, mais c'était peut-être trop long, trop pénible. Et là, vraiment, on passe de il faut 1 semaine à il me faut 2 minutes et encore si j'étudie le truc pour créer un compte à terme, je peux le casser à tout moment, j'ai pas de pénalité. Voilà. C'est le genre de choses qu'on réinvente. Pareil sur le virement international.
c'est pas clair, on connaît pas les tarifs, l'interface, il faut que le banquier débloque pays par pays. Là, on a fait un partenariat avec JP Morgan, c'est pareil, hein, ça paraît simple à la fin, c'est juste 2 ans de travail avant, qui permet à la fois de recevoir du monde entier dans n'importe quelle devise sur son compte, et aussi d'émettre du monde entier dans le monde entier. Sauf évidemment les pays sous sanctions et autres, mais et dans n'importe quelle devise, mais dans 2 clics de souris, quoi. Pareil, on a des clients qui l'ont utilisé instantanément parce que la prise en main est extrêmement simple, extrêmement facile. Les tarifs sont clairs. On a des tarifs aussi très très compétitifs puisque c'est important aussi, mais outre les tarifs, c'est la simplicité qui fait le tout. Et on a des clients qui nous disaient, mais ça faisait 3 semaines que j'essayais de faire ce virement. J'ai demandé à ma banque traditionnelle d'arrêter, d'enlever ma demande, et je l'ai fait directement avec vous. Ça m'a pris littéralement 30 secondes. Voilà. Donc c'est ça qu'on amène à ce marché. Et du coup, maintenant qu'on a tous les produits de base qui sont nécessaires à une PME, on enlève ce sujet de être une banque secondaire. On est la banque principale de la plupart de nos clients maintenant, ce qui paraissait un truc fou quand on a démarré, parce que la plupart des banquiers nous disaient n'y allez pas, honnêtement ça va être très très compliqué, déjà si vous faites une banque secondaire ça va être très bien. Là on est devenu la banque principale de la plupart de nos clients qui en fait de manière hyper naturelle viennent pour un problème généralement. Ça peut être les cartes, ça peut être plein de choses. Et puis, très naturellement, en fait, vont être amenés à mettre de plus en plus de flux à mettre de plus en plus de collaborateurs. Tout est simple, tout est facile. Et petit à petit, on devient la banque principale de la plupart de nos clients. Donc, ça change complètement. Le Mémobank de septembre 2020 n'est plus du tout, ne ressemble plus du tout à ce qu'on est aujourd'hui, où on est une banque, où on va régler 95% des problèmes d'une PME avec nos produits bancaires. On le fait de manière extrêmement simple. On a des entreprises aussi qui sont beaucoup plus grosses maintenant. Avant, on était sur des structures autour d'1 million d'euros. En moyenne, je crois que c'est 3 millions d'euros. Aujourd'hui, on onboard des entreprises qui font 10, 100 millions d'euros. Et donc, on a, je pense, à la fois rassuré le marché par rapport au fait qu'une nouvelle banque pouvait exister et au fait que on pouvait vraiment innover finalement. Les PME avaient droit à ça. Oui. Alors, ce qui est très intéressant quand on vous écoute, c'est la place du produit au sein de la banque. Parce que, donc, en fait, quand on parle de banque, on a cette image d'Épinal, du banquier qui va rencontrer son directeur financier pour parler du crédit, etc. Alors ça, c'est évidemment très important. Mais finalement, ce que le DAF d'une PME, ce dont il a besoin, c'est d'avoir un crédit rapide, c'est d'avoir, qu'on puisse l'accompagner sur cette efficacité opérationnelle pour gérer ses affaires courantes. Et finalement, là, quand on t'écoute, on a vraiment le sentiment, et après tu me corriges ou tu rajoutes, mais que le produit est au centre chez Mémobank et c'est finalement le produit qui va prendre le plus de place chez vous, ou je me trompe ? Le produit est extrêmement important chez nous et il est au service de cette relation bancaire. En fait, la relation client, pour nous, ça fait 15 ans qu'on bosse là-dedans, c'est tout ce qu'on aime faire. On met la technologie au service de cette relation. Mais évidemment, toutes les banques vont dire la même chose. Ma valeur ajoutée, c'est cette relation que je peux nouer avec mon client, etc. Mais après, on peut le faire de différentes façons. Il ne faut pas que la relation bancaire, la relation avec son client, devienne un frein juste pour le prétexte d'avoir une relation sociale ou bancaire. Ça ne peut pas devenir un frein à l'opérationnel de la banque, effectivement. Donc nous, on est là, on a des chargés d'affaires, c'est un peu une spécificité, on est une vraie banque et en plus, on a des vrais humains pour parler à nos clients. Vrais humains. Pas des robots. Non, pas encore. Des humains qui parlent et qui comprennent le business de nos clients. Mais ils ne sont pas là pour freiner. Ils sont là pour leur rendre le maximum de services. Donc ils sont là à la demande en cas de tout problème, tout besoin, des LBO, des choses un peu complexes, des choses un peu charnières dans l'entreprise, ou même des bobos du quotidien, peu importe, mais ils sont là si nos clients a besoin. Mais par contre, tout ce qu'on peut faire en toute autonomie à nos clients qui comprennent parfaitement ce qu'est un produit bancaire, on leur laisse faire. Il n'y a aucune valeur ajoutée à être un frein, à se dire, à être une sorte de porte avant l'accès par exemple au compte à terme. Je veux dire, quel est l'intérêt ? C'est plus d'intérêt de dire voilà le prix, voilà comment ça va fonctionner, tu fais pas, mais en tout cas il y a de l'efficacité. Aujourd'hui, c'est ce que va chercher un DAF moderne, c'est de la technologie, c'est de l'efficacité et c'est aussi du conseil, mais sur les vraies choses où on a besoin de conseils, pas sur les trucs qui comprend parfaitement. Oui, tout à fait.
Super. Merci beaucoup pour cette update. Dans votre vision, alors l'un et l'autre, votre vision de Memobank d'ici 3-4 ans, vous aimeriez être où ? Dans 3-4 ans. Alors nous, notre objectif aujourd'hui, c'est très clair, on a été très clair. Maintenant, c'est l'objectif de toutes les boîtes, j'ai l'impression, enfin toutes les startups, c'est d'être rentable. Nous, on l'a annoncé dès notre lancement et même dès 2018 à tous nos actionnaires. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire de la croissance commerciale pour atteindre la rentabilité. C'est important. Ça peut être contradictoire. Hein. On peut, la croissance et la rentabilité sont parfois contradictoires. On peut très bien faire le choix soit d'être rentable en limitant énormément les coûts, soit de faire de la croissance en augmentant les coûts. Nous, on veut être sur cette fine ligne où on va atteindre la rentabilité. On a pour objectif d'être rentable en 2024, c'est ce qu'on a toujours annoncé. On est sur cette voie et même très bien placé pour y arriver, peut-être même avant. Donc on est sur cet objectif aujourd'hui. Et puis on prépare aussi les étapes d'après qui vont être évidemment d'aller en Europe, puisque c'est aussi notre objectif annoncé depuis le départ. Il n'existe pas de banque aujourd'hui pour les PME européennes. Il existe des marques européennes, mais il n'existe pas de banque qui permettent à une entreprise en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, sans heurts et sans contraintes fortes, de juste créer un compte dans un autre pays. Ouais. Il faut recréer une relation bancaire. Même si on va dans la même banque, c'est la même couleur, la même marque. Non, je sais. Ouais. Ça va être une banque différente finalement. Il faut recréer cette relation bancaire, il faut tout refaire, etc. Là, nous, on veut que ça soit vraiment littéralement un clic. Encore, on veut passer de 1 mois là à vraiment littéralement 1 minute. J'ai un bureau en Allemagne, j'ai un bureau ailleurs. Boum, je crée un compte. Il a un IBAN il y a l'IBAN du pays et fin de l'histoire. Ça fait rêver en fait. Je reste avec mon chargé d'affaires. Je reste avec toute l'équipe de Memobank qui s'occupe de moi au quotidien. Et éventuellement, j'ai quelqu'un sur place, évidemment. Mais on veut que ça soit aussi simple que n'importe quel service numérique, finalement. Ouais. Voilà. Et ça, on est en bonne place aussi pour le faire. Ça va être un vrai gros défi pour les prochaines années. Peut-être pour rebondir sur ce que dit Jean-Daniel, les banquiers croient beaucoup à la magie des intérêts composés, ce qui est vrai. Et nous, on croit beaucoup à la magie en fait, des produits composés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rajoute un nouveau produit qui est 100% intégré à la plateforme, on voit que cet ajout en fait crée une valeur exponentielle pour nos clients. En fait, le fait de pouvoir avoir une plateforme qui soit multi-pays avec des virements instantanés et en même temps des virements internationaux et en même temps tous les mêmes salariés sur la même plateforme et en même temps la capacité de gérer tous ses clients ou tous ses bénéficiaires crée énormément de valeur pour le client final. Et justement, en fait, dans les banques traditionnelles, t'en parlais tout à l'heure, les produits sont souvent très silotés. Donc en fait, il n'y a pas de magie des produits composés. Les produits en fait sont utilisés de manière individuelle, mais il y a très peu d'interconnexion entre eux. On doit souvent recommencer. Le micro-exemple, c'est sur les cartes de paiement. Souvent, les cartes de paiement, c'est géré juste intégralement sur un site à part et pas du tout intégré au compte courant. Et même quand c'est intégré au compte courant, en général, c'est pas vraiment intégré, c'est à côté, mais c'est pas intégré. Je l'ai vécu ce matin avec ma banque. Et donc, nous, on y croit vraiment à fond aux produits composés. Chaque nouveau produit directement intégré à la plateforme peut tirer profit de tous les autres produits qui sont déjà sur la plateforme. Superbe. Bravo à tous les deux et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Ah non, j'ai oublié de vous demander. Je demande toujours un bouquin. Moi, un film qui m'a marqué dernièrement, c'est que je suis allé voir au cinéma, c'est La Nuit du 12, qui a un peu tout raflé, je crois, au dernier festival de Cannes. Très poignant, sur une enquête policière qui en fait n'aboutit pas, et ça on le sait dès le début, donc je ne spoile pas, c'est dès les premières minutes du film, on sait que l'enquête policière ne sera pas résolue. Ouais. Et bref, on se met vraiment dans la peau du policier qui est complètement obsédé par cette affaire, et ça m'a rappelé que je faisais très bien de ne pas faire ce métier, parce que probablement je serais aussi obsessionnel que lui. Et moi je suis en train de lire un livre qui s'appelle The Creative Act, A Way of Being. Il vient de sortir, c'est un livre écrit par Rick Rubin, qui est peut-être le plus grand producteur au monde. Je m'intéresse énormément aux sujets liés au cerveau, à la créativité, à comment tu te mets dans le meilleur état pour produire des choses créatives. Lui, il a fait ça pendant 30 ou 40 ans, à créer les plus gros succès mondiaux
alors qu'il vient d'ailleurs, son métier à la base n'a rien à voir, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif, très sûr de ses goûts, il le dit souvent, il sait exactement là où il veut aller, mais il apporte aussi cette créativité à tout le monde. Donc comment tu fais pour justement un peu libérer tout ça et te mettre dans une situation où tu es tout le temps créatif, pas juste d'un coup j'ai eu une idée, et un jour. Là, lui, son métier, c'est de le faire tout le temps. Donc, comment tu mets ton esprit, ton cerveau, comment tu... Alors, on parle pas de hack, vraiment, c'est plus... comment tu rentres dans... Comment tu deviens un artiste, finalement. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que c'est pas... inné. Alors, ça se travaille, mais tout le monde peut l'être. C'est-à-dire que souvent, on fait cette... Il y a une sorte de séparation. Soit je suis pas artiste, soit je suis artiste. Et quand je suis pas artiste, je peux pas être artiste. Il y a une sorte de barrière énorme. Alors qu'en fait, nous, on est dans des métiers quand même qui sont intellectuels et on utilise principalement en matière grise. Donc, je suis toujours fasciné de savoir comment utiliser le mieux possible cette créativité incroyable qu'on a au sein de nous-mêmes. Et il y a plein d'acteurs et de personnes dans ce monde-là qui essayent de trouver les clés. Et ce livre en fait partie. Merci beaucoup à tous les deux. Et dans 2 ans alors. À dans 2 ans. Merci Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.